Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 30 avril 2013. À Infomag ce soir, la gouvernance de l'Office municipal d'habitation de Gatineau mise en doute. Fusion possible des caisses populaires de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées. 40 000 $ pour vaincre le cancer et découvrir les technologies de l'avenir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, aujourd'hui, 30 avril, les Canadiens ont jusqu'à minuit pour produire leur déclaration d'impôt pour l'année 2012. Règle générale, tous les citoyens qui ont travaillé ou qui ont reçu des prestations au cours de la dernière année ont l'obligation de présenter un rapport d'impôt. Il faut se souvenir que lorsqu'on doit de l'argent à l'un des paliers de gouvernement, des pénalités vont s'appliquer si le paiement est effectué après le 30 avril. Soulignons que bien que des logiciels permettent maintenant de remplir sa déclaration d'impôt beaucoup plus simplement, plusieurs font encore confiance à un comptable ou à une firme de comptabilité qui sont souvent plus au courant des dernières réglementations en matière fiscale. La gouvernance de l'Office municipal d'habitation de Gatineau revient encore une fois sur la sellette. Rappelons que l'Office a pour mandat de gérer le logement social destiné aux personnes et aux familles à faible et à moyen revenu de Gatineau. Or, c'est un organisme privé, les habitations de l'Outaouais métropolitain, qui en fait actuellement la gestion. Le problème, c'est que les deux organismes ont pignon sur rue au même endroit dans le secteur Gatineau et que le directeur général de l'Office municipal d'habitation est également secrétaire trésorier pour les habitations de l'Outaouais métropolitain. En mars dernier, Logement en Occupe avait d'ailleurs demandé au ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, de faire enquête. Pour le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, il est plus que temps de faire la lumière sur cette situation. Bien, je ne sais pas ce que le ministre va décider, mais je sais qu'à Gatineau, nous, on doit faire une enquête, on doit poser des questions. Là, il y a déjà des rencontres qui se font à ce sujet-là, notamment ce soir. Pour moi, c'est important qu'on clarifie qui fait quoi, justement la gouvernance, c'est qui est le patron de qui, parce qu'on parle de logements sociaux, on parle de logements pour souvent des gens qui sont vulnérables. Moi, je sais qu'au niveau des plaintes, il y a eu en fait des plaintes sur le processus de plainte. Donc, pour moi, c'est clair qu'il faut faire la lumière sur ce qui se fait. Puis je ne préjuge pas là, pour dire qu'il y a de la malversation ou quoi que ce soit, mais quand ça commence à venir de plusieurs sources, qu'il y a des difficultés, là, il faut s'arrêter et regarder ça. La Caisse populaire Desjardins de la Basse-Lièvre a présenté hier soir son bilan financier pour l'année 2012 lors de son assemblée générale qui se déroulait à la salle Desjardins du Carrefour culturel Estacade. Eh bien, après une année plutôt chargée, on se souvient notamment du départ précipité du directeur général Jean Daniel en mai dernier. L'année 2012 s'est avérée, somme toute, assez favorable. On termine l'exercice avec des excédents de 2,9 millions de dollars avant ristourne, ce qui représente une baisse de 8,3 % par rapport à 2011. La baisse s'expliquerait par des bas taux d'intérêt qui perdurent dans l'industrie. Les sociétaires vont donc se partager des ristournes de 950 000 $ par rapport à 1 million en 2011. Par ailleurs, le président du conseil d'administration, Jean-Claude Pelletier, a confirmé qu'un comité avait été mis en place pour évaluer la viabilité d'une fusion avec la Caisse populaire du Cœur des Vallées. Les Caisses populaires Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées ont entamé un processus de réflexion sur la façon de répondre encore mieux aux besoins de leurs membres, qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Attentifs aux perspectives d'avenir et de développement, les membres du conseil d'administration se sont également interrogés sur les moyens à se donner pour faire face à un environnement de plus en plus concurrentiel de l'industrie des services financiers. Nous souhaitons aujourd'hui vous informer qu'un comité formé de représentants des deux caisses
a été mis sur pied dans le but d'analyser la pertinence et la faisabilité d'un projet de regroupement. Cette démarche demande plusieurs mois de travail et de réflexion, car nous devons nous assurer de proposer une avenue qui répond aux besoins des membres de nos caisses respectives et qui favorise le maintien d'une vie coopérative dynamique. À la lumière des expériences vécues et de l'information disponible, un regroupement pourrait devenir une solution d'avenir, puisque nos caisses sont complémentaires à plusieurs égards et qu'elles présentent de nombreuses similitudes. Politique municipale maintenant. On apprenait la semaine dernière qu'un fonctionnaire municipal qui souhaitait se présenter comme candidat lors d'une élection devait obligatoirement donner sa démission, et ce, même s'il n'est évidemment pas assuré de remporter son élection. Le pompier Jacques Lemay, qui souhaite se présenter comme candidat indépendant à l'élection du 3 novembre prochain, a d'ailleurs l'intention de contester cette loi provinciale. De son côté, le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, se dit surpris de l'existence d'une telle loi et croit qu'on devrait tout mettre en œuvre pour attirer des candidats de qualité. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, diffusée sur nos ondes cette semaine. Mais pour moi, à tous les niveaux de gouvernement, il faut faciliter ça. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui connaissent quasiment par définition l'appareil, la machine étatique. Pour moi, ça, c'est bien important parce qu'on perd des gens de qualité ou on rend ça difficile pour des gens de qualité. Puis là, je n'ai même pas parlé du salaire. On en a parlé à quelques reprises, mais si en plus la personne a de la difficulté à retourner à son emploi ou perd une partie du fonds de pension parce qu'il faut qu'il parte, qu'il revienne, moi, je trouve que ça, là, on ne s'aide pas comme collectivité. La 10e édition du Souper pour le cancer organisée par Terry Lemieux avait lieu samedi dernier à la salle des Chevaliers de Colomb dans le secteur Buckingham. Cette année, c'est l'ancien député provincial de Papineau, Norman McMillan, qui a accepté la présidence d'honneur de l'événement. Eh bien, au terme de la soirée, ce sont 40 000 $ qui ont été amassés. Nouveauté en 2013, alors que les sommes recueillies vont être remises autant à la Société canadienne du cancer, qui se spécialise dans la recherche, qu'à la Fondation québécoise du cancer, qui apporte soutien et information aux personnes atteintes. Michel Robitaille, dont la famille a été très touchée par la maladie, a livré un témoignage émouvant. Voici un extrait de ce témoignage alors qu'il rend hommage à sa fille décédée du cancer à l'âge de 31 ans. Donc, tel que stipulé au début de mon témoignage, vous comprendrez l'importance de contribuer au niveau de la Société canadienne du cancer, dont l'un des principaux mandats est la recherche, pour la Fondation québécoise du cancer, qui gère l'hôtellerie de Gatineau, qui supporte les gens en traitement et qui donne le même type de service auquel j'ai eu droit à Montréal, à la maison Jean-Quentin, et du pourquoi aussi de notre implication annuelle à Linda et moi, au Ventre de Jonquille, au Relais pour la vie, auquel je vous invite à participer le 14 juin prochain sous le pont Brady, soit en formant une équipe de 10 personnes ou en appuyant les marcheurs et les bénévoles. Et notre implication aussi au rêve de Monique et à la vente du calendrier Face. Toutes ces causes qui, je l'espère un jour, répondront à une phrase que Karine utilisait régulièrement dans ses différents textes en lien avec le sujet, soit celle-ci. Plus on en parlera de cancer, plus les gens donneront, et plus on augmentera nos chances de ne plus jamais entendre parler de cette maladie. Une soixantaine d'élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire au Cœur des Vallées ont participé vendredi dernier au 3e colloque TIC qui a eu lieu à l'école secondaire Henri-Das-Gamelin. TIC signifie Technologie de l'information et des communications. On y a parlé robotique, technologie tactile, mais également de plusieurs gadgets. En tout, une quarantaine de projets et 25 kiosques étaient mis en place pour faire découvrir toutes les possibilités de la nouvelle technologie aux enseignants de la CSCV. Soulignons que ce colloque est unique dans la région. La Ville de Gatineau invite ses citoyens à la plus grande prudence avant de laisser entrer un représentant municipal dans sa résidence. Dans un communiqué émis le 25 avril dernier, Gatineau rappelle que toute personne mandatée par la Ville devrait être en mesure de fournir une carte d'identité ou une attestation en bonne et due forme.
Par ailleurs, on précise qu'aucune entreprise ni personne n'est actuellement mandaté pour vérifier les chauffe-eau ou pour analyser la qualité de l'eau potable dans les résidences. En cas de doute, on invite les citoyens à communiquer avec le 311. Une trentaine de personnes ont pris part samedi dernier à la Journée mondiale du Tai Chi dans le secteur Buckingham. Cet événement planétaire s'est déroulé dans 60 pays et avait pour but de promouvoir la santé et la guérison. C'est au parc Gendron, dans le secteur Buckingham, que les citoyens avaient rendez-vous pour voir des démonstrations de Tai Chi et de Qigong, qui sont des techniques de santé qui proviennent de la médecine traditionnelle chinoise et dont la popularité ne cesse de croître. L'auteur du best-seller « Une autre âme dans ma fille », Annick Laprate, vient de publier un 4e ouvrage intitulé « L'accompagnement d'un être cher en fin de vie et dans l'après-vie », un ouvrage écrit en collaboration avec Catherine Poirier. Comme le titre le laisse présager, il s'agit d'un ouvrage qui va plus loin que le simple accompagnement physique d'une personne qui s'apprête à quitter le monde. Pour nous en parler, j'ai rencontré Annick Laprate un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Annick Laprate, on vous a reçu ici à quelques occasions. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. On vous a invité parce que vous venez de publier votre 4e ouvrage déjà qui s'intitule « L'accompagnement d'un être cher en fin de vie et dans l'après-vie ». Et dans l'après-vie, bien sûr. Alors, évidemment, accompagner quelqu'un qui est en perte ou qui va mourir bientôt, on sait un petit peu ce que ça comporte quand on parle d'accompagner en fin de vie. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, de ce que vous offrez dans cet ouvrage-là? Bien, en fait, c'est un livre que Catherine Poirier et moi, on a écrit ensemble. On est de bonnes collègues, de bonnes amies. On s'est inspiré un peu de son histoire parce qu'en fait, Catherine a perdu son conjoint qui est décédé d'un cancer de l'œsophage. Et comme elle avait une approche énergétique, elle a fait un accompagnement qui est totalement différent. Donc, c'est un peu ça que Catherine et moi, on avait envie de mettre dans ce livre-là. Comment accompagner, mais accompagner la personne, bien sûr, dans son corps de souffrance, parce qu'en fin de vie, c'est sûr qu'il y a des souffrances. On pense au bain, on pense à soigner, on pense aux médicaments, bon, on pense à le confort au lit, bon, plein de choses comme ça. Mais il faut penser aussi à accompagner l'esprit et le cœur, qui des fois, quand on arrive au seuil de la mort, on a un bilan de vie à faire. Donc, des fois, il y en a qui ont des pardons à demander. Donc, est-ce qu'on est en paix avec notre bilan de vie ou on a certains regrets? Donc, souvent, la personne a besoin de libérer certaines choses, mais on peut aussi accompagner l'âme. Donc, parce que l'âme, elle est prête à retourner de l'autre côté. Donc, comment on peut accompagner l'âme à quitter la vie terrestre et à faire son entrée dans les énergies qu'on dit un peu plus subtiles? Donc, c'est un livre qui regroupe les 3 dimensions. Parce que souvent, on avait vu des livres où est-ce qu'on parle de l'accompagnement, vraiment comment soigner quelqu'un en fin de vie. Donc, comment soigner le cœur. Puis, il y a des livres aussi qui existent sur l'accompagnement de l'âme. Mais ça, c'est un livre qui est pratico-pratique. Vraiment, à partir du moment où on a un pronostic de fin de vie d'un être cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner la personne concrètement? C'est vraiment des outils pratiques, des prières qui sont offerts là-dedans. Mais il y a aussi des outils pour nous en tant qu'accompagnateurs. Comment prendre soin de nous, comment prendre soin de notre santé à travers tout ça, des petits exercices qui sont très, très, très rapides. Et des exercices physiques, mais des exercices mieux-être aussi, des exercices de méditation. Donc, c'est un livre, je dirais, c'est un livre d'outils qui est vraiment complet. Si on prenait le temps de revenir un petit peu en arrière, faire un petit parcours de la vie d'Annick Laprate, vous travaillez beaucoup avec les âmes, vous avez publié un livre qui s'appelle « Se libérer des âmes errantes ». Mais vous avez été initié au monde des âmes de façon un petit peu involontaire, j'ai presque envie de dire. Rien ne vous préparait, sauf à partir du moment où Marie-Claude est née. Oui. Et c'est le sujet de votre premier livre. Vous avez tenu à raconter votre histoire dans votre premier livre. Oui. Bien, en fait, la médiumnité, c'est un volet qui est très large. Hein. On retrouve de tout. Souvent, il y en a qui vont prier Dieu, il y en a qui vont prier les anges, il y en a qui vont prier des êtres chers décédés. Et dans ces êtres chers décédés-là, donc dans cette partie-là de l'au-delà, il y a des êtres chers décédés qui sont en paix, qui sont bien. Ceux-là, ils vont évoluer de l'autre côté. Ils peuvent venir nous donner un petit coup de main de temps en temps, puis on sent leur présence, c'est réconfortant, c'est très agréable. Mais il y a des êtres chers décédés qui n'ont pas ce bagage de paix-là. Donc, ils vont traîner une peine, une tristesse, une colère ou des dépendances, alcool, drogue, sexe, jeu, tout ça, qui fait que leur bagage à eux est plus lourd. Et quand c'est plus lourd, bien, ils restent au plan terrestre. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas assez un bagage de paix pour pouvoir s'élever, un peu à l'image d'une montgolfière. Donc ces âmes-là, qu'on va appeler, bon, c'est des défunts, on va souvent les appeler les âmes errantes, parce qu'ils errent sur Terre en attendant de libérer ce bagage-là. Donc souvent, ils ont besoin de transmettre un message, ils ont besoin de demander pardon, ils ont besoin d'être pardonnés aussi.
Donc, ces âmes-là ont besoin de notre soutien. Et vous vous promenez justement dans les maisons pour faire des nettoyages. On dit souvent des maisons hantées, peut-être à tort, on n'utilise pas peut-être le bon terme, mais des maisons où il y a des gens ou des âmes errantes, justement, vous allez les nettoyer. Oui, exactement. C'est mon travail maintenant. Je fais de la purification de maison depuis plusieurs années parce qu'en fait, ces âmes-là, comme elles ont affecté le comportement de ma fille, bien, ils vont affecter aussi le comportement des propriétaires qui cohabitent avec ce qu'on appelle un esprit. Mais en fait, un esprit ou une âme errante, c'est un défunt qui a tout simplement besoin d'un petit coup de main pour pouvoir quitter le plan terrestre. Donc, c'est mon travail d'entrer dans les maisons, puis de voir les énergies environnantes, puis de parler avec ces défunts-là qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Justement, parler avec les défunts, vous les sentez, vous les voyez presque. Est-ce que c'est un talent qu'on découvre ou qu'on développe au fil des années? Mais moi, j'aime imaginer la médiumnité un peu comme un muscle qu'on doit tout simplement entraîner. On est tous médiums en quelque part, mais à différents niveaux. Il y en a qui vont appeler ça l'intuition. Il y en a qui vont dire, bien, je ne sais pas pourquoi c'est monté fort, j'ai eu besoin d'appeler un tel, puis oups, il l'a appelé, puis l'autre a dit, ah, je pensais à toi. Donc, on est tous un peu télépathes en quelque part. Souvent, on est médium. Médium, c'est quoi? C'est transmettre un message. Donc, des fois, on va rencontrer quelqu'un qui est en peine, puis oups, on va dire la bonne phrase qui lui remonte le moral ou qui va faire une différence dans sa journée. C'est une forme de médiumnité en quelque part. Donc, on l'est tous. Si on est à l'écoute de l'énergie, si on est à l'écoute de notre petite voix intérieure, mais c'est parce qu'on roule tellement vite, puis on est beaucoup plus dans notre tête que dans notre corps. Donc, il faut être à l'écoute des ressentis de notre corps pour voir, bon, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est le message de mon guide? Est-ce que c'est le message d'un être cher décédé? Et quand on développe, bon, il y a différents trucs pour développer sa clairvoyance, sa clairaudience, sa clairsentience. Donc, je donne des ateliers de médiumnité justement pour pouvoir développer ça, pour qu'on puisse être capable de communiquer avec nos guides et les défunts qui nous entourent. Parce qu'on l'a tous. C'est sûr, à différents niveaux. Là. Il y en a qui, moi, je dis tout le temps sur une échelle de 1 à 10, il y en a qui vont dire, bien, j'ai vu une ombre passer. Tandis que quelqu'un qui est un peu plus développé va dire, bien, j'ai vu une femme passer de 40 ans, puis bon, qui ressemblait à... Donc, il y a différents niveaux. Mais plus on le pratique, plus on le met en application et plus ça se développe et très rapidement. Donc, en terminant, dans le plus concret, si on veut, les gens qui auraient des gens qui sont sur le point, des êtres chers qui sont sur le point de partir, de décéder, on suggère ce livre-là qui va leur aider, là, j'imagine, à tous les niveaux. Ah, c'est un petit bijou. Je l'adore. Catherine aussi l'adore. Catherine qui fait d'ailleurs de l'accompagnement aussi auprès des gens qui sont en deuil parce que c'est un outil absolument incroyable. C'est rempli d'amour. C'est des petits trucs vraiment au quotidien pour pouvoir mieux vivre cette transition-là. Parce que oui, perdre quelqu'un, c'est difficile, mais c'est aussi accompagner quelqu'un dans l'amour, dans la dignité, c'est aussi un grand privilège quand on a ces rencontres-là cœur à cœur et âme à âme comme ça. Annick Laprate, merci infiniment. Et on continue à vous suivre sur votre site web à www.annicklaprate.com. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, encore une fois cette semaine, pour nous parler agriculture, on reçoit Émilie Barrette. Émilie, on commence tout de suite et on sait que l'été s'en vient, la fin des classes s'en vient, quand les spectacles d'harmonie s'en viennent. Et il y en a un très bientôt, tout près d'ici, là, à l'école Saint-Laurent. Oui, effectivement, Michel, jeudi le 9 mai, sous la direction là, de Pierre Lénès, les jeunes musiciens de l'harmonie, le prélude là, de l'école Saint-Laurent, présenteront leur concert. Donc, l'événement se tiendra à la salle des jardins là, du Carrefour culturel Estacade et une dizaine de pièces là, seront interprétées lors de l'événement. L'harmonie célèbre d'ailleurs son 15e anniversaire et afin de souligner cette mention, l'harmonie présentera la pièce de musique Prélude et Célébration qui a été composée par Jonathan Dagenet, qui est un chef d'orchestre très connu dans ce monde musical. Quelques numéros surprises seront également présentés par les musiciens de l'harmonie. Les billets sont en pré-vente au secrétariat de l'École Saint-Laurent au coût de 12 $ et à la porte au coût de
15 $. L'Harmonie là, est composée d'une quarantaine de jeunes là, de 4e, 5e et 6e année. Alors, c'est intéressant parce que ce sont justement des jeunes du primaire. Ce pas des jeunes qui ont des années d'expérience. Et quand on entend le résultat, c'est toujours très surprenant de les entendre jouer. Oui. On s'en transporte maintenant, si tu permets, du côté de Saint-André-Avelin, du cinéma, en fait, au Café de l'Auberge. Oui, effectivement, Michel. C'est vendredi prochain, le 3 mai à 20 h. L'Auberge là, présentera Reine de soleil. Ce film-là est une observation profonde là, de la crise actuelle, de la disparition des abeilles, qui, on le sait, là, a des impacts là, sur l'homme. Donc, des apiculteurs, des scientifiques et des philosophes s'expriment sur les véritables enjeux là, du problème et ceux qui se cachent là, derrière l'argent et les chiffres. Donc, il nous plonge dans le monde de l'apiculture et soulève des problèmes, mais également là, des solutions. La version est en anglais, toutefois, c'est sous-titré en français et pour le prix, c'est une contribution volontaire. Donc, les gens qui voudraient se présenter, on peut peut-être rappeler les dates et les coordonnées? Oui, effectivement. C'est au Petit Café de l'Auberge à Saint-André-Avelin. Je vous invite même à téléphoner si vous avez des questions dans le 877-943-6644. Et je rappelle que c'est ce vendredi, le 3 mai. On passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune. Habituellement, Daniel nous amène au cinéma un petit peu différent cette semaine. Oui, 2 suggestions pour cette semaine. 2 films présentement dans les magasins vidéo. Le premier, A Promised Land, c'est un film de Gus Van Sant qui avait fait incidemment avec Matt Damon qui joue dans ce film-là le rôle principal et qui a participé aussi à l'écriture du scénario. Il avait fait aussi le film Milk il y a quelques années. C'est l'histoire qui a une comparaison, je dirais, avec le Québec. Dans un petit village de la Pennsylvanie, lui, il joue un financier qui vient avec sa partenaire, interprétée par Frances McDormand. Ils viennent consulter et surtout inciter les gens à accepter un forage dans leur terre, parce que, évidemment, c'est une petite communauté qui, sur le plan économique, a de la peine et de la misère à survivre. Ce scénario, on pense tout de suite au gaz de schiste, eh bien, est très bien ficelé, et c'est aussi comment les gens de ce petit village-là vont se mettre ensemble pour enfin rejeter, si on peut dire, cet apport des financiers. C'est sûr qu'au départ, tout le monde veut vendre sa terre pour que l'on puisse faire des forages. Mais comment le petit village, lui, peut se mettre ensemble et accepter de rejeter les intérêts des grands financiers américains. Une très belle réalisation, 7 sur 10. Dans un deuxième temps, nous avons le film A Royal Affair. C'est un film danois qui était en nomination pour le Oscar du meilleur film étranger. Évidemment, il n'a pas gagné. Cependant, à mon avis, c'est celui que j'ai préféré. A Royal Affair, on est en 1770 au Danemark et la reine Mathilde va accueillir dans son château un médecin allemand qui est en relation avec les grands penseurs du 18e siècle, c'est-à-dire Voltaire et Rousseau. Ce médecin-là, évidemment, comme il est l'amant de cette reine-là, va amener petit à petit un changement dans cette royauté et amener les gens du Danemark à, évidemment, ressourcer financièrement l'État et qu'il y ait un meilleur équilibre entre la royauté et les sujets. Ces gens-là vont amener un changement social dans toute l'Europe et ça va déboucher évidemment sur la Révolution française. Eh bien, le Danemark va être précurseur à cause évidemment de cette relation et des écrits que ce médecin amène à la reine Mathilde. Une relation extrêmement puissante, importante, jusqu'à on réussisse à le rejeter du Danemark. Un très beau film. Moi, au niveau des Oscars, comme je le soulignais, c'est, à mon avis, le meilleur film étranger 2012. J'ai accordé la note de 8,5 sur 10. Merci beaucoup, Daniel.
On reste, si tu le permets, du côté de Saint-André-Avelin, un autre groupe qui vient nous rendre visite, toujours au même endroit, au Petit Café de l'Auberge. Exactement, toujours au Petit Café de l'Auberge, samedi le 11 mai à 21 h au prix de 15 $. On aura la chance de voir sur scène Apadoré. Ce groupe montréalais réussit à transmettre la puissance rythmique d'un rave avec les effets sauvages de 2 DJ rideaux. Le DJ rideau, Michel, c'est un instrument de musique avant de la famille des cuivres. Donc, à l'origine, cet instrument était joué par les aborigènes du nord de l'Australie. Donc, le groupe ajoute toutes sortes d'effets mélodiques, des sons de voix et également de gorge. Puis, il intègre maintenant le beatbox. Le style peut être qualifié de techno 100% bio ou techno ancestral. Donc, c'est un spectacle original à aller voir dans le secteur Petite Nation. La musique bio, alors c'est nouveau. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. On s'en transporte maintenant du côté de Hall, un événement qui s'appelle Charlot et le cinéma muet. Oui, un spectacle jeunesse, Charlot et le cinéma muet. Ça se tiendra dimanche le 12 mai à 14 h à la salle Jean-Després. On le sait, avant les films avec les paroles, on avait les films muets. C'est donc une occasion de faire découvrir aux enfants les origines du cinéma ainsi que le grand personnage qui est Charlie Chaplin. C'est un ciné-spectacle qui est présenté par un jeune pianiste qui, lui, sera accompagné d'un comédien. Donc, spectacle jeunesse très original à aller voir pour les enfants âgés entre 4 ans et 11 ans. Les billets sont au coût de 12 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Et on rappelle l'endroit où ça se tient? Oui, à la salle Jean-Després. Voilà. On reste toujours du côté de Hall, un spectacle dont on a entendu vraiment beaucoup parler, mis en scène par nul autre que Denise Filiatro. Cabaret qui nous arrive au Casino du Lac-Limay. Oui, effectivement, cette nouvelle production se tiendra les 3, 4, 10 et 11 mai au Casino du Lac-Limay. 22 artistes seront sur scène, soit 6 musiciens, 7 comédiens et 9 danseurs. Parmi ces artistes, il y aura Brigitte Boisjoli et Luc Guérin. La comédie musicale, elle a été adaptée au cinéma en 1972 et a remporté 8 Oscars. Donc, Cabaret se déroule en Allemagne pendant les années 30, durant le temps des nazis, et dans la boîte de nuit berlinoise où on retrouve la chanteuse Célie qui est jouée par Brigitte Boisjoli et le maître de cérémonie du club qui essaye, grâce à leur divertissement extravagant, de faire oublier aux visiteurs les difficultés de la vie puis les menaces du monde extérieur. Donc, ça se passe au Casino du Lac-Limay. Encore quelques dates, encore quelques places de disponibles, j'imagine. Oui. On parle maintenant du relais pour la vie. On sait qu'il y a des relais pour la vie un petit peu partout sur le territoire. Il y en a un à Gatineau et on nous propose une soirée dansante. Exactement, une soirée dansante vendredi le 3 mai prochain. C'est l'organisme Les Violons en Fête qui tiendra une soirée bénéfice en l'honneur à l'Association récréative de Gatineau, qui est au 195 boulevard Maloney-Ouest. Donc, tous les profits de la soirée seront versés à l'organisme Le Relais pour la vie Gatineau. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez communiquer avec Lynn Perron au 819-643-3328. On en profite pour rappeler qu'il y a aussi un spectacle ou un événement, un relais pour la vie, ici même dans le secteur Buckingham, sous le pont Brady, au mois de juin. Alors, on va bien sûr en revenir là-dessus. On termine avec un autre spectacle, en fait, une pièce de théâtre qui a lieu à la salle Odyssée de la Maison de la Culture, Les Muses orphelines. Oui, effectivement, Michel, les présentations de la pièce se tiendront le vendredi prochain, le 3 mai, et samedi prochain, le 4 mai, à 20 h à la Maison de la Culture. L'histoire tourne autour d'une jeune femme qui est atteinte d'une déficience intellectuelle, à qui son frère et sa sœur lui ont fait croire que sa mère était décédée, et finalement, elle découvre que sa mère est toujours vivante, et elle aussi, à son tour, va montrer un stratagème afin de faire croire que leur mère revient. Ouais. Donc, vous pouvez procurer les billets au 819-243-2525. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces suggestions, Émilie. On se revoit bien sûr la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tout de suite après notre émission, c'est l'émission Parole à l'élu. Cette semaine, un seul invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pédeau-Jobin, qui nous parle pendant 30 minutes de l'actualité locale.
Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit jeudi prochain pour une autre émission InfoMag. Bonsoir.